29 novembre 2023, l'eurodéputé et militante écologiste Michèle Rivasi décédait soudainement à Bruxelles à l'âge de 70 ans. Les jours suivants, la tribune « Ensemble nous gagnerons », en hommage à l'engagement et au courage de Michèle Rivasi, fut signée par plus de 150 associations, collectifs et personnalités de la société civile. Ces voix poursuivent les combats pour le vivant, la santé et la paix, chers à cette pionnière farouche de l'information scientifique indépendante. Ils, elles, sont les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Ensemble nous gagnerons, nous faisons connaissance avec Guillaume Majorge, président de l'association REVAV, le réseau des victimes des accidents vaccinaux. Bienvenue dans cette série d'entretiens Ensemble nous gagnerons avec des lanceurs d'alerte, des personnalités, des associations en lien avec les combats politiques et citoyens de Michèle Rivasi. Bonjour Guillaume Majorge, vous êtes le président du REVAV, le réseau des victimes d'accidents vaccinaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, cher Maxence Layé, et puis à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Je suis ravi de partager ce moment avec vous pour rendre compte de la présence des victimes d'accidents vaccinaux en France, au niveau national. Alors, on va peut-être débuter par là. C'est quoi le problème? Quels sont les enjeux? Le constat peut-être qui fait que le REVAV existe? Alors le REVAV, on a plusieurs constats au niveau associatif et collectif concernant la mobilisation des victimes d'accidents vaccinaux présents sur tout le territoire français. Donc l'association, pour parler de l'association, a été créée en 1997 lors de la campagne de vaccination avec le vaccin contre l'hépatite B, qui a entraîné, vous le savez, un grand nombre de problèmes sanitaires, et des médecins et des scientifiques ont tout de suite réagi et créé une association pour alerter également les pouvoirs publics des conséquences liées à une vaccination de masse, puisque un tiers des Français avaient été vaccinés, et qu'on a eu effectivement un grand nombre de victimes. L'association, la première année, a par exemple regroupé 900 adhérents, et s'est mobilisée effectivement sur la connaissance des effets secondaires et indésirables des vaccinations et de ce produit en particulier. Et nous avons été confrontés ensuite très régulièrement avec les autres vaccins à des sollicitations et une nécessité pour nous de se réunir pour informer le public de la présence d'effets non désirés de ces produits de santé. L'association n'est pas anti-vaccinaliste et assez vaccinocritique, puisque nous voyons effectivement des effets indésirables des vaccinations, et nous constatons que vraiment, par rapport à votre question importante des constats, une sous-notification nationale et internationale reconnue. Pour les médicaments, nous sommes environ à 10% des effets indésirables qui sont remontés. Pour les vaccinations, on est plutôt autour des 3%. Donc on ne connaît pas, les gens ne font pas le lien systématiquement entre des problèmes de santé de différents niveaux liés à des vaccinations qui peuvent avoir des effets immédiats ou sur du moyen ou sur long terme. Donc ça, c'est vraiment... Alors pour bien comprendre, tout d'abord, l'association REVAV, elle a bientôt 30 ans, elle a quasiment 30 ans en fait. Dans 2 ans, c'est ça. 2027, dans 2 ans. Et si j'ai bien compris ce qui se passe, c'est qu'en fait, les accidents vaccinaux, ça existe. Et en fait, les accidents vaccinaux, ça s'inscrit ou ça s'insère dans ce qu'on peut appeler la pharmacovigilance, c'est-à-dire le fait qu'on déclare des effets indésirables, et aussi dans, on pourrait dire, la médecine qui rend malade, ce qu'on appelle les effets iatrogènes ou des accidents iatrogènes par rapport à ce qui peut se dérouler sur la santé. Alors peut-être sur la pharmacovigilance, si vous avez des chiffres, des données, des ordres de grandeur, parce que je crois qu'il y a quelques chiffres qui traînent à partager pour qu'on comprenne bien qu'on a un réel souci collectif ou sociétal, j'ai envie de dire, par rapport à la pharmacovigilance, c'est-à-dire par rapport au suivi des effets indésirables et donc de la toxicité que peuvent générer des médicaments. Et également, en fait, quand bien même on a des chiffres qui sont assez forts, qui sont assez importants, simultanément, ces chiffres sont toujours inférieurs à la réalité parce qu'on a toujours des pertes des manques dans le niveau exact des déclarations. Oui, tout à fait. Nous avons quand même
en France la chance d'avoir un système d'information de ce qui se passe quand une personne utilise un médicament, comme vous le rappeliez, et des vaccins, ce qui n'existe pas forcément dans tous les pays du monde. Donc c'est une chance importante d'avoir cette organisation. Et vous le savez, les professionnels de santé ont un devoir réglementaire de faire remonter l'information quand des personnes peuvent mettre en jeu la question des faits ressentis sur leur corps ou sur leur psychisme liés à une vaccination et des problèmes de santé qui apparaissent souvent rapidement. Et donc ces professionnels de santé ont une obligation réglementaire, que ce soit les médecins, les infirmières qui peuvent vacciner dans certaines situations, les pharmaciens ou autres professionnels de santé, de déclarer effectivement à cette pharmacovigilance des effets indésirables. Ils n'ont pas à prouver le lien de causalité avec les effets dénoncés, mais qui seront étudiés de manière scientifique également, mais ils doivent décrire ce qui s'est passé. Les citoyens ont aussi une possibilité de déclaration, et l'industrie pharmaceutique a également un devoir de surveillance des propres produits de santé qu'elle met sur le marché. Il y a eu quelques remontées effectivement qui ont permis des réadaptations et l'arrêt de certaines vaccinations qui ont présenté des problèmes, mais on voit bien, et vous le voyez, il faut attendre qu'il y ait des victimes pour que on évalue vraiment l'innocuité des produits, ce qui est absolument scandaleux et problématique. Et donc effectivement, qu'est-ce qu'il y a eu comme, excusez-moi de vous interrompre, mais qu'est-ce qu'il y a eu par exemple comme arrêt de vaccination de certains produits suite aux alertes et suite à l'accumulation d'alertes, si je puis dire? Alors il y a le vaccin AstraZeneca par exemple qui a été réajusté en termes d'âge des personnes, et nous avons par exemple au niveau. Donc ça c'était dans le cadre du Covid, c'est ça? Dans le cadre du Covid, tout à fait. Juste pour qu'on puisse voir quelle maladie est liée à quel vaccin, hein, voilà. Voilà. Et puis on a d'autres types de vaccinations effectivement qui ont été arrêtés et qui présentaient des problèmes par le passé. Mais on a surtout actuellement, ce qui intéresse le REVAV, c'est le présent et le futur. Et effectivement des vaccins très problématiques actuellement avec des controverses scientifiques, ce qui pose évidemment un problème. Donc sur la pharmacovigilance, on demande à ce qu'il y ait une pharmacovigilance active, c'est-à-dire que les médecins soient responsables et les professionnels de santé de leurs prescriptions. Et que lorsqu'on est confronté à des vaccinations de masse, effectivement, on va avoir des problèmes de santé évidemment plus importants, et donc il faut les répertorier, il faut qu'il y ait une pharmacovigilance active. Il y a un questionnaire qui peut être programmé par les professionnels de santé en après-coup d'une vaccination pour aider les parents, par exemple, à surveiller l'état de santé de leur enfant. Puisque vous le savez, en France, on est extrêmement, on est très on vaccine énormément les enfants avec des produits contenant de l'aluminium des adjuvants aluminiques qui sont très problématiques en termes et qui donnent là aussi à des enjeux de controverses scientifiques. Je pense qu'il faut pas être très informé ou très formaté scientifiquement pour comprendre que l'aluminium peut présenter des risques pour la santé lorsqu'il est injecté, inoculé à des enfants. Donc voilà. Alors peut-être avant d'aborder les urgences du présent ou les enjeux du présent, une question là, puisque vous avez abordé la notion de pharmacovigilance active, ça suppose qu'il y a une pharmacovigilance passive. Est-ce que vous pouvez peut-être rapidement esquisser les deux grands ces deux manières de faire, et en quoi la pharmacovigilance active fait qu'elle est meilleure que la passive, si je puis dire? Le fait de laisser aux personnes le devoir de faire remonter lorsqu'ils ont des problèmes de santé, lorsque les victimes ont des problèmes de santé, pose un certain nombre de difficultés, et on peut voir aussi et on analyse les données de la pharmacovigilance avec des problématiques qu'on peut déceler, et une absence, si vous voulez, de prévention. C'est-à-dire que on utilise que les données probantes et la présence de victimes et d'effets secondaires pour éventuellement interdire des produits. Ça c'est la pharmacovigilance passive. Passif, c'est ça. Le principe de précaution n'est absolument pas appliqué, et on laisse des produits de santé ou soi-disant de santé sur le marché en attendant effectivement la remontée des victimes qu'on engage bien sûr à
à développer, mais qui n'est pas suffisante actuellement en France. La pharmacovigilance active, c'est vraiment une surveillance et un accompagnement après l'utilisation d'un produit de santé par les professionnels de l'évaluation sur du court, moyen et long terme. On peut développer une sclérose en plaques avec le vaccin contre l'hépatite B après 1 mois après la vaccination ou des fois plus rapidement. Il y a un déclencheur immédiat et on a des décisions de justice qui indemnisent les victimes et sur des pathologies qui ont été plus longues à apparaître et qui sont liées directement à une vaccination. Il y a des décisions de justice qui vont de ce sens-là, qui sont évidemment minoritaires et absolument pas en adéquation de la réalité de ce qui se passe. Donc voilà, on voit aussi que sur la question de la pharmacovigilance liée aux industriels pharmaceutiques, il y a évidemment des manipulations qu'on peut déceler en étudiant, en regardant les études et les données des industries pharmaceutiques et des problèmes d'indépendance scientifique du coup. D'accord. Alors, juste histoire d'en parler, en tout cas, comment avez-vous fait connaissance avec Michel Rivasi à l'occasion de quel dossier, de quelle problématique? Alors à titre individuel, j'ai eu le plaisir de rencontrer Michel il y a déjà plusieurs années. Ça devait être dans les années 2010 peut-être, même peut-être un petit peu avant, et je travaillais moi sur des questions de santé environnement, donc vraiment d'une prise en charge de la question globale de l'impact de l'environnement, qui soit électromagnétique avec les champs électromagnétiques, de la question de la pollution atmosphérique, de la qualité de l'air, tout ce qui est santé environnementale, qu'on a réussi à rendre plus présent dans le champ de la prise en charge de la santé publique, et qui doit absolument encore plus se développer parce qu'il y a beaucoup d'annonces et de communication, mais le travail concret de protection des populations n'est pas encore effectif, et nous sommes encore extrêmement confrontés à des polluants absolument inadmissibles qu'on connaît scientifiquement, les pesticides. Voilà, on doit être évidemment très attentif aux enjeux pour l'avenir et des enjeux de dangers pour l'humanité comme l'intelligence artificielle par exemple et l'impact du numérique sur nos fonctions cognitives ou sur les champs électromagnétiques par exemple, pour prendre cet aspect-là. Et puis donc voilà, c'était vraiment dans ce cadre associatif que j'avais rencontré Michel Rivasi, et qui a évidemment soutenu au niveau collectif les associations qui défendaient une transparence des politiques publiques en termes de santé et de connaissances basées sur des données scientifiques, et qui s'occupait effectivement de développer ces enjeux de santé et environnement, la vaccination étant l'un des aspects et l'utilisation des médicaments de ce champ-là. Et puis Michel Rivasi a, avec d'autres et vous-même, permis en 2018 de regrouper un certain nombre d'associations, 150 associations et collectifs, personnalités du monde politique dans la marche des cobayes, qui a permis effectivement de réunir différents champs sociaux pour dénoncer et faire avancer la connaissance de l'impact de l'environnement sur notre santé. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que j'ai pu rencontrer Michel de manière plus individuelle et apprécier sa qualité humaine, la valorisation du travail des associations, le soutien des victimes qui est souvent délaissé au niveau des questions de santé. On peut le voir comme les associations ont du mal à obtenir des résultats et à être entendues sur leurs propositions pour aller dans le bon sens, à améliorer la santé publique, et donc du coup, et qui bien sûr travailler au niveau politique pour prendre les meilleures décisions, que ce soit au niveau national ou européen. C'est vrai que on a marché ensemble, mais c'était une marche pour la santé en l'occurrence, hein, ça c'est sûr. Alors on va passer peut-être aux enjeux d'aujourd'hui maintenant. Alors aujourd'hui, quelles sont les priorités du REVAV, les urgences que l'actualité ou que la réalité impose? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les enjeux là aujourd'hui?
Alors les enjeux sont extrêmement multiples. Il faudrait, on aura un temps limité effectivement pour les décrire, mais la priorité c'est effectivement de pouvoir aider au maximum les victimes. Quand vous êtes confronté, les victimes de vaccins, quand vous êtes confronté à des effets secondaires gras et indésirables graves, il est extrêmement important d'avoir un soutien social du monde médical, ce qui n'est pas souvent le cas. On a des témoignages absolument scandaleux de paroles de médecins qui dénient Qui refusent d'entendre. qui refusent d'entendre, qui ne sont pas d'ailleurs suffisamment formés. C'est l'un des objectifs et l'une des priorités aussi pour notre association de favoriser une meilleure connaissance pour les professionnels de santé et le monde judiciaire. Donc les victimes doivent être vraiment beaucoup plus aidées dans leur démarche médicale et juridique, et puis être accompagnées socialement. Voilà, donc c'est vraiment l'une des priorités pour nous, de soutien psychologique, de collectif, et de ne pas rester seul avec son problème de santé. Il y a aussi un soutien légal, j'imagine, par rapport à la constitution des dossiers. Parce qu'il y a cette étape, on va dire, de notification, de signalement du problème, qui peut être fait ou pas fait. Et puis, on a l'étape d'après, qui est la demande d'indemnisation ou de reconnaissance de maladie professionnelle, qui peut être fait, pas fait. Ben, il y a comme ça toute une séquence de seuils ou de défis à traverser, quoi, pour les personnes qui sont victimes. Oui, bien sûr. Et puis on accompagne vraiment au niveau de l'information les victimes. C'est effectivement très important sur la question juridique. Par exemple, nous avons dans l'association, nous sommes confrontés bien sûr à des familles endeuillées qui perdent leur enfant. Ou des adultes, enfants parfois adultes. Nous avons dans le conseil d'administration, et je me permets d'en parler, Philippe Merle qui témoigne du décès de son fils Frédéric à l'âge de 41 ans après justement le vaccin AstraZeneca, alors qu'il ne devait pas. Il y a eu une faute du professionnel de santé et du pharmacien, donc de deux professionnels, de lui avoir délivré 10 jours après la vaccination. Et donc on conseille rapidement aux parents dans ces situations au niveau juridique de porter plainte auprès du procureur pour avoir par exemple l'accès à une autopsie qui est absolument indispensable pour avoir des données scientifiques de la connaissance de l'impact de la vaccination sur une personne. Donc, nous rendons hommage à Frédéric qui est décédé et auquel nous pensons régulièrement. Et donc, sur les questions juridiques, effectivement, il s'agit d'accompagner les victimes, mais dans des procédures très singulières en fonction des vaccinations obligatoires ou pas. Le processus est différent en termes d'indemnisation, de reconnaissance de la pharmacovigilance. Et effectivement, il y a, bien sûr, vous le savez, les attaques au niveau du civil ou du pénal, ce qui n'est pas la même chose, de faire reconnaître la responsabilité des fabricants. Les vaccins ont des produits extrêmement sensibles. La population n'est pas au courant de la chaîne de production et de la complexité de la chaîne de production d'un vaccin. Et la moindre petit anicroche dans la fabrication peut avoir des conséquences sur le contenu du produit. Et c'est ce que nous dénonçons également. Nous avons un manque d'hétérogénéité des produits de santé actuellement, et quand on fait des analyses des produits de santé, des vaccins, on voit qu'il y a des différences au niveau des lots, et que les gens ne sont pas égalitaires dans le fait de l'utilisation des produits. Donc voilà. On n'est pas du tout comme avec d'autres types de médicaments, des pilules ou des sirops, où les doses sont normées, les doses sont standards, on n'a pas de variation d'un lot à l'autre, ou alors s'il y a une variation, justement, c'est qu'il y a un gros problème. Là, en fonction des lots de vaccins, on peut avoir des différences de dosage de principes actifs, on peut avoir des différences d'antigènes, de quantité d'antigènes à l'intérieur, c'est des choses comme ça, c'est cela ? Oui, tout à fait. On a des problèmes sur la question de la protéine spike, par exemple, dans les vaccins Covid. On a des problèmes de présence d'aluminium, de doses d'aluminium, d'adjuvant aluminique dans certaines vaccinations. Voilà, effectivement, on a ces difficultés particulières. Et des analyses indépendantes montrent effectivement les différences de produits du coup. Donc
on doit vraiment être très attentif et qu'il y ait une attention de chacun d'entre nous à utiliser des produits de santé. Donc sur les constats et vraiment les urgences, c'est d'informer le public. C'est pour ça que on met à disposition régulièrement au niveau du REVAV sur des données officielles et scientifiques aussi, et des mises en perspective quand il y a des doutes sur l'innocuité de certaines vaccinations, des documentations. Hein, vous trouvez sur le site du REVAV un document très récent qui est qu'on a appelé une foire aux questions et qui répond à un certain nombre de questions. Y a-t-il des vaccins utiles de nos jours? Mon enfant a mal réagi suite à un vaccin, que dois-je faire? Est-ce que je peux trouver la composition des vaccins si je n'ai pas la boîte? Quelle lecture conseillez-vous pour en apprendre plus sur la vaccination? L'ARN messager est-il déjà ajouté dans les vaccins pour les enfants? Comment parler des vaccins simplement à mes enfants? Voilà, c'est effectivement une mission d'information qui, vous le savez, est contenue dans un champ de la prévention. La vaccination se veut être de la prévention, mais en fait, on agit déjà alors qu'il y a des maladies. Et l'idée, c'est effectivement pour nous, victimes de vaccins, c'est de réfléchir à comment être en bonne santé aussi, sans utiliser des produits qui peuvent présenter des risques, ou en tout cas en se renseignant et en demandant à son médecin un certain nombre d'informations, puisqu'on a une obligation, il y a une obligation d'avoir un consentement, d'obtenir un consentement libre et éclairé et de donner des informations fiables en prenant en compte tous les éléments liés à une vaccination. Donc l'information. Oui, puisque rappelons-le, hein, sur la vaccination, le cas particulier, en tout cas ce que ça constitue comme cas particulier, c'est le fait que on est que c'est un médicament qu'on fait prendre à des gens, à des personnes qui ne sont pas malades de la maladie en question, et donc c'est à des personnes saines entre guillemets qu'on inocule, qu'on injecte, ou qu'on fait prendre une substance qui est censée les protéger d'une maladie dont ils pourraient être victimes ou contaminés. Et donc, c'est à des personnes saines qu'on fait courir le risque d'un effet indésirable médicamenteux, à la différence d'une personne déjà malade qui prend un médicament et qui se retrouve à potentiellement avoir des effets indésirables, mais elle est déjà malade de sa maladie, quoi. Voilà, c'est une différence un peu éthique qu'il peut y avoir entre un vaccin et un autre type de médicament. Bien sûr, tout à fait. Et donc, peut-être pour ne pas être long, cette véritable politique de prévention doit inclure également un débat public et une information offerte aux citoyens. La vaccination concerne toute la population mondiale. Chacun d'entre nous a été vacciné et peut être vacciné. Et donc, nous n'avons pas d'espace d'information, ce qui peut être le cas sur d'autres enjeux de santé, comme par exemple le champ de la dictologie, de la connaissance de l'impact des consommations de substances psychoactives, ce qu'on appelle des drogues, qu'elles soient licites ou illicites. Donc, sur les drogues illicites, on a effectivement les dispositifs en place qui permettent à des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées de se renseigner. Là, on a quand même un système d'information, de sensibilisation à l'école pour l'éducation nationale, par exemple. Mais sur ces questions de produits de santé inoculés, rien ne se passe. Hein, et quand il y a des séances d'information, ce n'est uniquement que le discours de l'industrie pharmaceutique, et on voit que nous avons des difficultés et nous tenons au REVAV à continuer à interroger les questions de véracité de l'épidémiologie internationale, car on constate qu'il y a d'énormes problèmes de données, en particulier sur les études de cas témoins que nous allons et que nous réinterrogerons dans le futur. On voit des auteurs de scientifiques qui ne déclarent pas des réalités scientifiques. Des conflits d'intérêts. Et qui effectivement entraînent une grande responsabilité. Ils ont une grande responsabilité parce que les pouvoirs publics peuvent s'appuyer sur ces données. Donc on va continuer ce travail extrêmement important pour améliorer une meilleure connaissance de l'impact des vaccinations et de défendre les victimes de vaccins. D'accord. Donc, dernière question
qui va clôturer notre entretien. Comment soutenir le REVAV et augmenter l'impact de son action? Écoutez, comme toute association, nous avons besoin de soutien. Remercie déjà tous les adhérents et adhérentes ou soutien des victimes qui adhèrent à l'association directement pour qu'on puisse se réunir collectivement, permettre la diffusion d'une information indépendante. On engage les victimes bien sûr à témoigner et à nous rejoindre directement et à faire remonter leurs interrogations sur les effets, leurs problèmes de santé et éventuellement la question de la vaccination, de faire remonter évidemment, de faire un travail d'amélioration de la pharmacovigilance, et soutenir notre association directement et le travail que nous faisons. C'est de demander aux instances officielles qu'elles fassent ce travail et qu'il y ait un fonctionnement beaucoup plus efficace des institutions publiques. Il faut qu'on renforce aussi les institutions pour qu'elles fonctionnent mieux. À elles aussi de se remettre en question sur certains aspects. Comme je disais, il faut vraiment qu'on ait une politique de prévention, et cela aidera directement les victimes en leur donnant la parole. Je prenais l'exemple des usagers de substances psychoactives. Les usagers d'alcool ont participé à une connaissance effectivement des conséquences en termes de santé publique de l'impact de l'alcoolisation trop importante, dans le cas de l'alcoolisation importante, et de l'impact sur la santé. Voilà, nous n'avons pas actuellement d'espace où les victimes peuvent être plus valorisées. Les journalistes mainstream posent effectivement des censures, on les informe régulièrement, mais on a très peu de retours et de sollicitations pour rendre compte de la réalité humaine et de l'impact des vaccins. Voilà, c'est l'une des... Donc, pour soutenir le REVAV, augmenter l'impact de son action, c'est donc quoi? Rejoindre l'association, c'est télécharger des documents, c'est envoyer des emails à des ministères, c'est quels sont les types concrètement d'actions qui peuvent être menées? Oui, c'est tout à fait ça. Vous résumez très bien. L'information est l'une des parties importantes, donc de se familiariser, de prendre un petit peu de temps de creuser effectivement ces questions. C'est de se positionner sur la continuité ou pas de certaines vaccinations. Comme le REVAV est très clair, demande l'arrêt des vaccinations contre le vaccin contre l'hépatite B pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, puisque les enfants ne sont ni toxicomanes en bas âge, ni confrontés à une vie sexuelle. Ils ont une vie affective, mais pas une vie sexuelle. Et donc, il n'y a pas d'intérêt de vacciner avec le vaccin contre l'hépatite B, qui coûte de l'argent et qui expose les enfants, les nourrissons, dès leur première semaine de vie à des produits comme l'aluminium vaccinal qui est présent dans les vaccins hépatite B. On demande un arrêt des vaccins ARN messagers qui posent des problèmes et nous avons vu que les données actuelles et la présence de nombreuses victimes liées aux vaccins ARN messagers nécessitent des précautions, et on voit qu'on a des difficultés à envisager les effets à long terme de ces vaccinations, et donc on ne peut pas continuer à exposer des personnes âgées actuellement, ou de favoriser un développement de ces produits avec des molécules modifiées, encapsulées dans des nanoparticules lipidiques pour forcer l'entrée dans les cellules humaines et programmer la production de protéines SPAC. On joue vraiment aux apprentis sorciers, voilà, sans études, avec une absence de données sur le long terme de génotoxicité en particulier, et d'intégration du produit. Donc on a effectivement à être très attentif, et que chacun d'entre nous fasse des choix responsables, se mobilise, contacte, comme vous le disiez, les politiques et les institutions publiques qui sont en charge de la surveillance de la santé de la population, pour améliorer ces connaissances, puisque nous avons des controverses scientifiques inégalées sur les produits de santé, à part peut-être on peut parler des pesticides, mais sinon les vaccins représentent vraiment un sujet extrêmement clivant, et où les problèmes sont présents.
Merci Guillaume à Georges. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on n'est pas des cobayes et souhaitons que un jour le REVAV n'existe plus et n'ait plus besoin de lancer l'alerte. Merci encore pour cet entretien. Bien sûr, c'est ce que nous souhaitons, et puis on souhaite surtout continuer le combat de Michel Rivasi pour que chacun d'entre nous puissions continuer notre engagement, amener à bien tout et sans relâche tout ce qui peut permettre de favoriser la protection de la nature, la protection du vivant, et puis le maintien de nos droits fondamentaux. Ça marche, c'est ce qu'on appelle effectivement la démocratie sanitaire, par exemple. Merci Guillaume à Georges pour le REVAV, président du REVAV. Ensemble, nous gagnerons. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.